Tout d'abord, je voudrais vous remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Je voudrais remercier aussi les traductrices et peut-être traducteurs, je ne vois pas tout le monde, mais pour ce interprète, pardon. Voilà, je vais essayer de parler avec un débit qui facilite le travail. N'hésitez pas à me faire des signes si ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous parler de l'émigration israélienne vers l'Europe. Alors, un phénomène dont on ne parle pas énormément. En tout cas, en France, on entend beaucoup parler de l'immigration vers Israël des Juifs français. Et souvent, les réactions que j'entends quand je présente ce sujet de recherche sur lequel je travaille depuis quelques années sont assez surprises parce qu'on me dit quoi, il y a des Israéliens qui partent. On entend toujours parler de ce mouvement, au contraire, d'immigration vers Israël. Donc effectivement, je prends le sujet un peu à contre-courant. Je travaille sur un phénomène qui n'est pas celui dont on parle le plus, mais qui me semble néanmoins intéressant parce qu'il s'agit d'un type d'immigration assez particulier. Je reviendrai après sur ça. Juste pour présenter plus généralement le phénomène de l'émigration israélienne, je pense qu'il est important de dire qu'il y a toujours eu une émigration, il y a toujours eu des Israéliens qui ont quitté Israël depuis la création de ce pays en 1948, même avant la création de ce pays. Il y avait des Juifs qui avaient immigré en Palestine et qui sont repartis aux États-Unis notamment. Ce phénomène... on l'appelle en hébreu Yerida. Le terme Yerida veut dire descente, alors que le terme Aliyah veut dire monter, ce qui donne un petit peu une idée de la symbolique associée à tout ça, puisque voilà, l'immigration en Israël a été présentée par le projet sioniste et est toujours présentée comme l'aboutissement dans la vie de tout juif de la diaspora, l'idée étant de rassembler les exilés sur la terre d'Israël. Et donc évidemment, ceux qui partent, ceux qui quittent ce projet national, posent un certain nombre de problèmes idéologiques, mais pas uniquement idéologiques. Alors j'aurai pas le temps de m'étendre sur ces problèmes. Il y a aussi des problèmes démographiques qui font que c'est un phénomène qui ne plaît pas beaucoup en Israël. Toujours est-il que il n'est pas évident de donner une estimation, aussi parce que les autorités israéliennes ne se penchent pas beaucoup sur ce phénomène et sont beaucoup plus promptes à parler des nouveaux immigrants juifs arrivés en Israël que de ceux qui partent. Ce qu'on peut dire, c'est que les estimations varient entre environ 300 000 Israéliens vivant à l'étranger, là je ne parle pas que de l'Europe évidemment, et 800 000 personnes, voire pour certains jusqu'à 1 million. Donc on est entre 5 et 10% de la population israélienne qui vivrait hors des frontières du pays. Donc j'ai dit qu'il y avait toujours eu cette émigration, qui concerne de manière très majoritaire les pays anglophones, à commencer par les États-Unis, qui est le pays qui accueille le plus d'émigrés israéliens. Alors pourquoi moi j'ai décidé de m'intéresser à l'émigration israélienne vers la France et l'Allemagne? Alors tout d'abord parce qu'en Allemagne il y a un phénomène qui est assez nouveau, qui est que depuis une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, Berlin est devenu un centre d'attraction pour une certaine partie de la jeunesse israélienne. J'essaierai de décrire un petit peu ces caractéristiques rapidement, même si j'aurai pas beaucoup de temps. Donc là encore, c'est pas évident de donner des estimations du nombre de personnes concernées. Je pense qu'on peut parler de 15 à 20 000 personnes sans risquer de s'éloigner trop de la réalité. Ce qui rend les estimations difficiles, c'est notamment le fait que, j'y reviendrai, un certain nombre de ces Israéliens arrivent en Allemagne déjà munis d'un passeport européen et donc ne rentrent pas dans les chiffres des immigrés extracommunautaires. Et à Paris, on compte pour le coup depuis plus longtemps une diaspora israélienne, on pourrait l'appeler comme ça, même si je pense que ce terme pose un certain nombre de problèmes, en tout cas une communauté, là aussi ça pose des questions, mais donc des Israéliens présents à Paris depuis bien plus longtemps, pas forcément très visibles, pas forcément très organisés, c'est pour ça aussi que le terme de communauté comme celui de diaspora pose question, mais en tout cas, voilà, notamment un certain nombre de personnes venant du monde intellectuel, travaillant à l'université, au CNRS, dans d'autres institutions, et aussi pour des institutions israéliennes un petit peu.
Alors pendant longtemps, l'émigration israélienne a été montrée du doigt, a été considérée, voire à certains moments, comme une véritable tare. Ceux qui quittaient Israël étaient considérés comme des traîtres qui abandonnaient le navire, en quelque sorte. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais ce phénomène, je l'ai dit, continue quand même d'inquiéter fortement les autorités. Et le fait que des Israéliens partent s'installer à Berlin, là, ça pose aussi un certain nombre de questions sur lesquelles on pourra revenir. Alors, je m'appuie pour cette présentation sur des données que j'ai récoltées au cours de terrain, où j'ai fait des entretiens et quelques observations. Donc, j'ai fait une trentaine d'entretiens avec des Israéliens vivant à Paris et à Berlin, à peu près voilà, le même nombre dans les deux cas, avec une méthode qu'on appelle boule de neige. Donc, c'est-à-dire, voilà, j'ai contacté des gens par interconnaissance, ce qui pose aussi des questions sur lesquelles je ne peux pas revenir ici. Juste, je dirais que les entretiens avaient pour but de comprendre à la fois les raisons du départ, donc le push, donc pourquoi quitter Israël, pourquoi quitter un pays comme Israël où justement il y a aussi cette idéologie très forte de présence sur le territoire et de besoin que les Israéliens soient rassemblés dans ce pays. Qu'est-ce qui préside au choix des pays d'installation? Donc pourquoi aller s'installer en France ou en Allemagne? Donc le pool. Et puis je m'intéressais aussi à la manière dont évolue la relation avec le pays d'origine chez ceux qui vivent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies dans ces pays, et notamment sur le plan politique. Alors, ceci étant dit, je vais laisser globalement ces aspects-là de côté pour cette présentation. On pourra, si vous le souhaitez, y revenir dans la discussion, mais sur les raisons du départ, les raisons du choix, etc. Voilà, j'ai choisi d'axer plutôt cette présentation sur un aspect qui me semblait plus pertinent pour ces rencontres, pour ce colloque, à savoir essayer de discuter ce qui fait de ces Israéliens des migrants pas comme les autres, ou peut-être comme les autres, c'est à discuter. À la fois vis-à-vis des autres migrants présents en France et en Allemagne, et puis vis-à-vis des Israéliens qui ont émigré, eux, dans d'autres pays, comme je le disais, où on trouve la majorité de ces émigrants. J'aurais pu aussi discuter des différences entre les émigrés israéliens en France et en Allemagne, et là aussi, je pense que ce sera éventuellement pour la discussion, mais je ne pourrais pas en parler ici. Alors pendant longtemps, le fait migratoire et la condition immigrée ont été pensés à travers le prisme très dominant des mouvements de travailleurs non qualifiés venant de pays en voie de développement et s'installant dans des pays développés. Donc quand on pense à l'immigration, on pense à la classe ouvrière, on pense à des gens venant des pays du Sud s'installant dans des pays du Nord. En France, c'est très marqué, on l'a dit, par l'histoire coloniale aussi. Donc les immigrés sont majoritairement des gens venant d'ex-pays colonisés. En Allemagne, on a la figure voilà, de l'immigrant venant de Turquie ou des pays des Balkans qui est très dominante. Donc, de ce point de vue-là, les Israéliens ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de l'immigré, même si depuis une vingtaine d'années, on a vu se développer dans la littérature, en sociologie, en sciences politiques, etc., et en géographie, des travaux sur d'autres profils de migrants, et notamment ce qu'on a pu appeler l'immigration dorée, telle qu'elle a été étudiée par Anne-Catherine Wagner. La mobilité des élites a été aussi un thème traité par d'autres chercheurs, je pense à Nancy Green par exemple. Et puis il y a toute une littérature qui s'est développée sur les expatriés, sur les migrants hautement qualifiés, sur la fuite des cerveaux, etc. Alors juste une parenthèse, je pense que c'est pas anodin que souvent dans les travaux portant sur des migrants venant justement de pays qui ne sont pas traditionnellement pensés comme des pays d'immigration, on a du mal à utiliser le terme de migrants. Souvent, moi dans la littérature, j'entends plus parler de mobilité, d'expatriation, de fuite des cerveaux. Alors fuite des cerveaux, ça concerne aussi les pays du Sud vers les pays du Nord, mais je pense que c'est pas anodin parce qu'on a du mal à penser les étrangers de haut niveau social comme des immigrés.
à mon sens, bon, je suis pas la seule à le dire, hein, c'est pas une invention, mais je pense que c'est assez révélateur des stigmates qui collent à l'immigration et de l'idée que parler de l'immigration, c'est forcément parler des problèmes de l'immigration, que ce soit en termes de flux, il y en a trop, il y en a pas assez, ou que ce soit en termes d'intégration. Évidemment, les immigrés des pays riches ou les immigrés diplômés sont rarement perçus comme une source de problème et encore moins comme une menace. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'il me semble intéressant de déplacer le regard sur l'immigration, sur d'autres types de populations qui sont beaucoup moins présentes. Alors, les Israéliens sont aussi, donc, viennent d'un pays riche, en même temps viennent aussi d'un pays qui souffre de fortes inégalités, qui a connu dans les années 80 un tournant néolibéral qui a complètement redistribué les cartes, qui fait que les personnes appartenant aux classes moyennes se trouvent dans une situation de plus en plus difficile, alors relativement moins difficile évidemment que d'autres fractions de la population israélienne, mais je pense que c'est important de préciser que voilà, là aussi, quand on regarde un petit peu en finesse dans la distribution des émigrés israéliens dans la structure sociale israélienne, on se rend compte qu'ils sont à une place un petit peu de difficultés à trouver un avenir professionnel, à trouver la possibilité de se réaliser en fonction de leurs aspirations sociales et par rapport à les générations de leurs parents, à trouver leur place dans ce pays. Beaucoup d'entre eux sont en effet, donc je l'ai dit, issus des classes moyennes et titulaires de diplômes universitaires. Mais ils travaillent rarement, en tout cas pour ceux que j'ai pu rencontrer en France et en Allemagne, et c'est peut-être aussi une différence avec les pays anglo-saxons, anglophones en tout cas. Ils travaillent rarement dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme les nouvelles technologies, la finance, le commerce. Il me semble, à travers ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu lire, que les Israéliens qui choisissent de s'installer en France, à Berlin et en Allemagne, en France, à Paris et à Berlin plutôt, sont plutôt issus des secteurs culturels, associatifs ou éducatifs. Et du coup, ça les éloigne aussi d'une certaine manière de ce qu'on peut lire dans les travaux sur l'expatriation, où on trouve en général, on trouve souvent dans ces travaux, notamment je pense là aux travaux d'Anne-Catherine Wagner, mais des étrangers qui sont fortement dotés en capitaux économiques, pour le dire vite. Et en ce qui concerne ces Israéliens, voilà, ils ont plutôt des trajectoires sociales et d'études qui tendent à les rapprocher de ce qu'on peut lire sur les personnes fuyant leur pays en raison d'opinions politiques dissidentes. Je pense à des travaux sur les réfugiés, sur les demandeurs d'asile. Voilà, mais tout ça devrait être développé, mais c'est pour essayer de montrer qu'on a du mal à les faire rentrer dans une catégorie précise. Et puis le dernier élément que je voulais évoquer sur ce qui les distingue des migrants qu'on étudie habituellement, ce qui fait d'eux des migrants un peu particuliers, c'est le fait que beaucoup arrivent, comme je l'ai dit aussi en introduction, en Europe en étant déjà citoyens européens. Et ça, c'est une particularité qui me semble assez rare. Alors comment est-ce possible ? Ça s'explique par le fait que la plupart de ces migrants la plupart de ces Israéliens qui quittent le pays sont ashkénazes, donc originaires d'Europe centrale et orientale ou orientale, par opposition aux juifs séfarades et qu'on appelle en hébreu mizrahim, des pays arabo-musulmans. Donc ça, moi, je l'ai constaté sur le terrain. J'ai rencontré à Paris, sur les 14 personnes que j'ai rencontrées, 14 étaient ashkénazes. Et à Berlin, sur les 16 personnes que j'ai rencontrées, il y en avait 13 ou 14, j'ai plus le chiffre exact. Mais enfin, voilà, une surreprésentation très forte. Et ça se retrouve dans une étude qui a été menée par... il y a une fondation, le German Israeli Foundation for Scientific Research and Development, qui a fait une étude sur les Israéliens présents à Berlin et qui montre que 80% des 200 personnes interrogées étaient ashkénazes. Et environ un tiers étaient détentrices d'un passeport allemand,
et près de la moitié d'un passeport européen. Donc ça, c'est rendu possible par des politiques qui ont été mises en place donc, en Allemagne et en Autriche pour permettre aux personnes qui ont été déchues de leur nationalité entre 1933 et 1945 de récupérer leur nationalité, mais aussi à leurs descendants, donc sans limite de temps ou de génération. Donc ça a permis à environ 100 000 Israéliens de récupérer un passeport allemand. Évidemment, ces 100 000 ne sont pas en Allemagne, il y en a beaucoup qui sont restés en Israël, mais parmi les Israéliens présents en Allemagne, il y en a un certain nombre qui ont un passeport allemand avant même leur arrivée sur le territoire, ou qui le font une fois sur place. Et puis les pays d'Europe de l'Est